up arrive in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle édition. On continue d'explorer la dernière édition du festival du film de documentaire Cinéma du réel qui commence aujourd'hui, le 24 mars. On enregistre là le 24 mars le matin. Et on va parler d'un film qui s'appelle La Base. Le film sera projeté donc aujourd'hui à 14h45, si je me trompe pas, au centre Pompidou. Mais il y a une autre projection le 29 mars au Forum des Images. Et dans le descriptif de la vidéo, vous avez toutes les informations concernant l'affiche du film et les dates, les lieux des projections. Le film s'appelle La Base. Il est réalisé par Vadim Dumèche. Vadim Dumèche est là aujourd'hui pour en parler. Et je suis très content vu que ça a été un peu compliqué. Ça me fait vraiment plaisir. Comment on se tutoie? On s'est dit qu'on se tutoyait. Donc, comment vas-tu? Oui, très bien. Très bien. Je suis très excité, ravi d'avoir finalement une première mondiale de ce film, La Base, et surtout qu'il sera projeté à Paris. J'attends plusieurs participants de films qui vont nous joindre pour la projection aujourd'hui. Et c'était très important pour moi de leur offrir cette opportunité d'avoir une projection festive, un événement, et dans l'esprit collaboratif et participatif de film. Ouais. Oui, parce que voilà, il faut quand même qu'on commence dès le début à installer le dispositif du film. Je vais lire le synopsis qui se trouve sur le dossier de presse. Il est écrit: munis des caméras de leur smartphone, des chauffeurs de taxi parisiens documentent La Base. C'est un gigantesque centre de transit isolé aux abords de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, qui est le microcosme de la vie communautaire et refuge face à un monde en pleine mutation. En fait, il faut savoir que tu as laissé carte blanche à 3 personnes, 3 chauffeurs de taxi, Ahmad, Jean-Jacques et Madame Wong, et avec leur smartphone, ils ont créé leurs propres images. Il y a aussi tes images et ça donne ce film La Base. Et je pense que c'est assez rare pour être dit, donc c'est assez passionnant. D'où t'es venue cette idée? Oui, en fait, je peux proposer qu'une sorte de spéculation a posteriori, après coup, de comment ça s'est produit en reconstruisant l'environnement et un peu mes pensées et mon background à ce moment-là. Mais c'était en 2015 quand j'ai découvert cet endroit. C'était un ami chercheur qui m'a typé. Il m'a dit il faut absolument que tu viennes là-bas, c'est un endroit incroyable, c'est vraiment un endroit qui est fait pour le film. Et quand je suis arrivé à cette base, moi j'étais en train de aussi m'installer à Paris, du coup j'étais aussi franchement arrivé sur Paris et je l'ai trouvé à l'aéroport et j'étais complètement blown away, époustouflé, parce que c'était une petite bande de parking, mais extrêmement riche, qui encapsulait beaucoup des enjeux à lesquels je m'identifiais très fort et qui j'ai explore dans ma pratique de cinéaste. Les conditions du travail, la place de travailleur dans un dispositif socio-économique plus large, l'immigration, l'appartenance, c'était fascinant. J'ai décidé de faire un film là-bas tout de suite. J'ai décidé que je vais en faire un long métrage, parce qu'avant j'ai fait qu'un seul court métrage. Donc, tout de suite j'ai décidé qu'il y a assez de matière pour le long métrage. Mais je savais rien du tout. Je savais que je veux avoir une sorte de congruence entre le dispositif de tournage et le sujet que je vais aborder. Donc, en tout cas, c'est ça ce que je estime toujours dans des travaux de cinéaste que j'aime, c'est qu'il y a une congruence, qu'il y a une harmonie entre la forme et le sujet. Et du coup, j'ai commencé à chercher cette forme, et cette forme, elle est venue un peu inattendue, parce qu'au début, j'ai filmé avec mon smartphone, mon iPhone tout simplement.
parce que je n'avais pas l'autorisation. C'est un endroit qui se trouve à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Il est un peu isolé aux abords de terminal, mais il appartient quand même à l'aéroport. Et tout ce qui est aussi le dispositif de surveillance et du contrôle très strict qui est l'aéroport. Et en fait, pendant 3 ans de mon intervention sur ce terrain, je n'avais pas le soutien institutionnel et je n'ai pas réussi d'avoir l'autorisation de tournage et j'ai filmé clandestinement avec mon portable et finalement, petit à petit, je me suis dit que en fait, c'est un outil parfait de raconter cette histoire de cet endroit parce que, bah, évidemment, tous les chauffeurs possèdent cet appareil. Évidemment, c'est un appareil qui est au cœur du sujet parce que c'était 2015-2016, un peu le pic de discours sur l'ubérisation et l'arrivée de VTC et de l'appropriation de savoir et des métiers et de numérisation et qu'est-ce que ça veut dire pour le marché de travail et pour beaucoup des métiers comme taxi. Et la mobilité, la mobilité digitale numérique, il était au cœur de tout ça et évidemment permis par le smartphone. Et c'était comme ça. Et après, quand j'ai dit que ça sera avec des smartphones, j'ai un peu basculé vers le processus de co-création. Mais ça, c'était plutôt grâce aux études, je pense que je faisais à l'époque. J'ai commencé un master en arts et politique. J'ai découvert de la science politique et ça enrichit, je pense, ma pratique. J'ai pensé à beaucoup de choses, des enjeux économiques et politiques de représentation, les racines postcoloniaux de pratiques documentaires, qu'est-ce que ça veut dire de représenter un autre, d'intervenir sur un terrain, dans une communauté. Et vu aussi que le sujet du film, c'était une appropriation, je voulais que les images soient pas appropriateurs, que les images offrent aux personnages une certaine puissance d'agir, de se représenter eux-mêmes. Et c'est comme ça que la forme était produite, c'est-à-dire un processus de co-création avec des téléphones portables. Mais comment ça s'est décidé le choix de ces 3 personnes? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu t'es dit, il peut se passer des choses avec ces 3 regards? En vrai, ces 3 personnes, c'est vrai que ce sont des personnages extraordinaires. Ils offrent aussi une panorama, je pense, très large de ces mondes chauffeurs de taxi, mais chacun alimente aussi le narratif de film de sa façon. Et chacun approprie aussi le processus de tournage, d'écriture à son façon. Je trouve ça très intéressant. Mais finalement, c'est pas que avec ces 3 personnes que j'ai travaillé. J'ai travaillé avec une dizaine de personnes. Et toutes ces personnes, ils sont dans le film. Il y a 3 personnages principaux, 2 personnages de soutien et plusieurs apparitions. Mais toute cette apparition, c'est les gens avec qui j'ai travaillé. Et avec chaque personne, j'avais un processus de co-création qui était individualisé. C'est-à-dire que j'avais pas une méthode. En fait, la méthode n'existait pas et c'est juste vis-à-vis chaque personne, je devrais découvrir déjà comment elles peuvent approprier le dispositif technique, est-ce qu'ils en est capable, et est-ce qu'ils en peuvent faire, parce qu'il y avait des chauffeurs qui refusaient de filmer eux-mêmes, et ils me disaient, bah, c'est ton travail, tu es un cinéaste, bah, tu filmes. Bah, du coup, je l'ai filmé, tu vois. Après, le deuxième facteur très important, c'était aussi quel est leur champ de référence audiovisuelle et cinématographique dans ce qui concerne documentaire, parce qu'évidemment, je ne pourrais pas leur faire une école de cinéma, il fallait rentrer dans ce que eux
voient visuellement quand ils font des images. Et quand tu as vu dans le film, par exemple, Ahmad est rentré plutôt dans un registre d'archivage, de souvenirs. Jean-Jacques, c'est un vieux activiste, communiste, qui est parti dans un sort de docu-activisme, de préservation de cet endroit par la pellicule. Et le 13e personnage, Madame Wang, son langage, c'était le langage de réseaux sociaux, et du coup, je devrais faire avec chacun. Même si c'était très désorientant parfois et très hétéroclite comme matière. Et le troisième facteur, c'était aussi comment il approprie les pistes d'écriture que je propose, pour le film, que j'ai partagé très librement mes idées de qu'est-ce que je vois d'intéressant dans cet endroit, de comment je imagine le film. Et du coup, c'était un processus avec une douzaine de personnes, mais finalement, déjà, les matériaux n'étaient pas les mêmes, et c'est assez vite s'est décidé que ça va se faire un montage autour de ces trois personnages. Mais ce qui est assez intriguant, c'est que il y a leurs images, donc il y a leur regard sur ce monde-là, monde dans lequel que tu partages avec eux, mais il y a aussi tes images, et je voulais savoir comment tu as structuré le film progressivement. Est-ce qu'à un moment, tu t'es aperçu que eux-mêmes aussi, leurs images définissaient le film, lui donnaient une autre direction? Et est-ce que tes images à toi étaient là aussi pour, comment dire, pour limiter un peu tout, ou pour délimiter, pardon, tout ça? Oui, bien sûr, c'était le plus grand enjeu de montage, et je dois aussi saluer ma collègue Clara Chaput, la monteuse de film, qui m'accompagnait depuis tout début de projet en 2017, je pense que je raconterai, qui faisait beaucoup du film du Fresnois, et un chapitre intermédiaire dans l'écriture et du montage de film, c'était une production d'une installation vidéo pour le Fresnois, le Studio national des arts contemporains, de 30 minutes, qui nous a déjà permis d'expérimenter avec cette matière sur la route vers un long métrage. Et c'était clair après une essai de faire un œuvre, disons, plastique qui n'est pas destiné à un spectateur qui reste assis dans une salle de cinéma, dans un format plutôt classique, qu'il faut introduire des outils de cinéma, d'écriture de cinéma, de long métrage qui marchent, hein, le pacte avec un spectateur, de délimiter très clairement le dispositif de film pour établir un pacte avec le spectateur, établir une chronologie, établir des arcs narratifs, parce que sinon, en fait, les matières étaient trop labiles pour tenir, pour comprendre. Mais en même temps, on a très vite aussi décidé, c'était aussi un choix plutôt, je peux dire, idéologique, même si c'est un mot très fort, mais qu'il n'y aura pas les hiérarchies entre mes roches et les roches de chauffeurs de taxi, qu'on ne va pas privilégier les uns et les autres, puis en fait, on va avoir une égalité totale entre les roches. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est établir une sorte de circulation du point de vue entre eux et moi. Par contre, après un moment, on était quand même confronté à un besoin de cadrer encore plus et chapitrer le film. Et c'est là où on a fait un recours au plan travelling de l'aéroport déserté que j'ai filmé pendant Covid-19, le pandémie de Covid-19, quand cette base était fermée et désertée complètement, comme tout l'aéroport. Et ces plans travelling, on les a utilisés après pour justement cadrer le film. Et c'est là, je pense,
qu'il avait un autre registre d'images qui s'ajoutait, qui était évidemment celle-ci de réalisateur. C'est un registre de l'image qui n'a rien à voir avec ce qu'ils ont fait, les chauffeurs. C'était filmé par l'iPhone, c'est complètement autre chose. Et c'est là où, je pense, le sujet du film et le développement général vers cette dystopie qui s'est produit. Et sinon, il avait les arcs des personnages qui en a monté séparément. Il avait un développement chronologique de mouvement de l'ancienne base arrière et son déménagement de la nouvelle base arrière, qui s'inscrivait aussi dans ce mouvement d'une passée un peu idyllique communautaire vers une société de contrôle dystopique automatisée. Mais après, bien sûr que vu la matière, il fallait tout le temps faire un jeu de puzzle, de se dire, ah, mais si on va mettre ça ici, ça va être... En fait, c'était très compliqué de tisser cette circulation, cette circulation kaléidoscopique, mais finalement, après beaucoup de travail, ça a commencé à se mettre en place. Ce qui est assez beau et terrible à la fois, c'est que ces personnes-là sont censées être les premiers visages que voient les étrangers qui viennent soit passer quelques jours à Paris ou soit y vivre. Et donc, et je trouve ça, c'est des espèces d'attachés de presse comme ça. Et je trouve ça beau aussi que ce film-là, enfin, que toi, tu fasses ce film-là. Comme tu disais dès le début, tu es venu en France pour les... Et je trouve que c'est comme si, en fait, tu étais encore en transit et que ce film t'a permis de sortir finalement, enfin et définitivement de cet aéroport et d'aller vivre ta vie. Et je trouve ça assez intéressant. C'est vrai, je pense qu'on a ici aussi essayé de souligner ça dans le montage. On avait un choix de... au début, j'ai imaginé ce film... en fait, ta question relève plutôt plus largement sur le rôle de réalisateur et des dimensions un peu méta aussi qui est présente dans le film. C'est vrai que j'ai toujours imaginé ce film comme une sorte d'archive, vers le futur, un bouteille à la mer qui est composé des témoignages première main de cette personne, d'un monde qui va peut-être disparaître, d'un métier qui va peut-être disparaître, d'une façon de vie qui va peut-être disparaître. Et c'était toujours, au début, mon intention était d'essayer de tisser le film que de leurs témoignages, que de témoignages de chauffeurs de taxi, c'est-à-dire de produire une sorte de found footage mystérieux d'un endroit qui existe peut-être plus. Et j'ai toujours imaginé le film comme s'il est vu d'un point de vue futur. Futur déjà, c'est-à-dire comme si peut-être on le voit déjà sur un écran d'une voiture autonome, par exemple, en 30 ans. Et c'est aussi pour ça que les plans travelling très science-fiction sont là. Mais en même temps, à la fin du montage, on s'est confronté aux questions de point de vue qui est essentiel, de qui regarde, d'où regarde, comment, et comment est-ce qu'on peut faire du ordre dans cette circulation de point de vue d'une personne à une autre pour que le spectateur soit pas trop perdu. C'était pas juste une question d'éthique de point de vue, c'était aussi une question de mécanique du montage. Et c'est là où on a compris que c'était indispensable d'introduire le point de vue du réalisateur et de rentrer à cette base, justement, comme tu as dit, à travers de mon regard, mon arrivée là-bas, et puis passer le relais, le bâton, le téléphone à 1, 2, 3 chauffeurs et commencer cette circulation. Et c'est que comme ça
que oui, que la déroulée de cette partage de points de vue en fait a eu du sens et a commencé d'être compréhensible pour le spectateur. Mais ce qu'on a aussi gagné avec ça, c'est de la certaine transparence aussi qui est juste, je pense, vu le dispositif du film. Mais aussi, c'est vrai, ça a mis en relief aussi une relation très douce et entre moi et le personnage, parce qu'il s'agissait de cohabitation de plusieurs années et aussi un certain partage de vulnérabilité, parce que j'étais complètement seul sur cette base, j'ai mangé avec eux, parfois j'ai fait des siestes dans leur voiture, ils me voyaient épuisé, ils me voyaient désespéré. J'ai râlé quand j'avais pas des aides, j'ai partagé les moments de joie avec eux, et du coup, ça se voit aussi, je pense, dans le film, et ça contribue, j'espère, à son impact émotionnel pour le spectateur, et c'est quelque chose qui était aussi important pour nous découvrir. La base, la première mondiale, comme tu disais, c'est aujourd'hui, c'est à 14h45, c'est au centre Pompidou. Il y aura une seconde projection le 29 mars au Forum des Images. Le film dure 72 minutes et c'est vraiment passionnant. Merci beaucoup, Vadim, en tout cas, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions à quelques heures de la première. C'est pas évident pour un réalisateur, donc je t'en suis reconnaissant. Et je remercie, j'ai oublié de le mentionner, en tout cas merci à Catherine Giraud, l'attachée de presse du festival, pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Merci à toi et puis longue vie au film. Merci beaucoup, Samir. Merci, au revoir. Générique. Arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle.